Alors bonjour, comme à tous les trimestres, on prend le temps maintenant de vous offrir une vidéo lettre. Donc si vous n'avez pas eu le temps de lire notre lettre écrite, prenez 10 minutes pour regarder cette vidéo lettre. On vous résume en gros ce qu'on a dit dans notre lettre écrite, à l'exception de la revue des titres. Vous savez, à chaque trimestre, on fait des transactions. On prend le temps d'expliquer toutes ces transactions-là dans notre lettre. Alors comme cette vidéo-là est publique, c'est vraiment à vous de lire la lettre pour aller voir les explications liées à ces transactions-là. Néanmoins, il y a d'autres parties dans notre lettre. Et la principale partie, puis c'est une question qu'on nous a souvent demandé, parce que vous savez, au cours des dernières années, chez Médici, on a parlé beaucoup de nos critères pour sélectionner les entreprises, pour évaluer les entreprises, bon, la présence d'avantages concurrentiels, la performance économique, etc. Mais on n'a pas souvent parlé de comment on repère, comment on trouve ces entreprises-là. Et donc, c'est le sujet de notre lettre ce trimestre-ci. Et la question tombe à point parce que c'est un sujet qu'on n'a pas souvent parlé et finalement, la manière qu'on trouve les entreprises a beaucoup évolué au fil des ans. Autrefois, on utilisait beaucoup les filtres de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est un filtre de recherche? En gros, c'est un programme informatique où on va prendre tous les titres, par exemple, transigés sur la bourse nord-américaine, puis on va mettre des critères. On va dire, bon, bien, on cherche les entreprises qui ont un rendement sur le capital de plus que 10 et qui s'échangent à, par exemple, un ratio court-bénéfice de moins de 15 fois. La résultante de ça va être une liste de peut-être une centaine d'entreprises. Et donc, c'est toutes des entreprises qui se qualifient à nos critères. Et là, à partir de là, on fait une recherche plus avancée. Pourquoi on utilise moins ça aujourd'hui? C'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont extrêmement dominantes, mais qu'au final, pour plusieurs raisons, elles ne généreront pas nécessairement de profit. Alors, dans notre jargon, on va dire qu'on n'est pas capable de les filtrer. On a deux exemples qu'on a parlé dans les dernières lettres. Amazon, c'est une entreprise qui investit beaucoup pour gagner du pouvoir de négociation. Et donc, ses marges sont très réduites et ses profits sont très faibles. Par contre, personne ne met en question vraiment la domination de cette entreprise-là. Netflix en est une autre qui investit beaucoup finalement pour acheter toujours, créer du nouveau contenu pour gagner des abonnés, gagner du levier opérationnel. Et ses profits ne sont pas très importants par rapport à son évaluation boursière. Alors, ces deux entreprises que si on les utilisait dans un filtre de recherche, bien qu'elles puissent avoir un certain intérêt, elles ne sortiront pas dans les filtres de recherche. Au final, quand on utilise un filtre de recherche comme dans un marché actuel où les belles entreprises sont toutes à au moins 20 fois les profits, si vous cherchez par exemple des entreprises qui sont à 10 fois les profits, vous allez aboutir à des problèmes. Donc, vous allez avoir une entreprise qui a un problème, puis vous allez devoir chercher c'est quoi ce problème-là. Parce que si vous vous échangez à 10 fois les profits en ce moment, il y a quelque chose qui cloche, puis si vous ne le savez pas, c'est pas bien. Il y en a certains qui sont clients chez nous depuis plusieurs années qui vont se rappeler de notre investissement dans Fossil où on avait eu plus de difficultés. Finalement, on a dû vendre le titre à perte. Bon, bien, Fossil, c'est un exemple où le titre était quand même peu cher, mais ils ont fait, selon nous, une très mauvaise acquisition en achetant une entreprise qui est fortement technologique, qui n'était pas profitable. Et donc, ça a été très difficile pour Fossil, même après qu'on l'ait vendu. Alors, si on fait seulement des filtres de recherche, c'est le genre d'entreprise à problème potentiel auquel on va aboutir et on ne veut pas nécessairement ça. Alors, il faut diversifier nos sources de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il n'y a pas de formule magique. Tu sais, souvent, les gens, ils aiment ça, avoir vraiment une formule, quelque chose de simple pour qu'on dise, bien, on fait exactement ça. Il n'y a pas une seule affaire qu'on fait, on fait plein de choses. Bon, en premier lieu, c'est sûr qu'on lit. En gros, là, on passe notre temps à lire. Toute l'équipe de recherche lit beaucoup. Donc ça, c'est des quotidiens, des hebdomadaires qu'on va lire. Puis, ce n'est pas nécessairement pour évaluer des entreprises, bien évidemment. C'est plutôt pour faire une sorte de veille. S'il y a une entreprise qui a publié des résultats, puis c'est une entreprise qu'on ne suit pas, mais il peut avoir quelque chose d'intéressant, bien, en lisant, par exemple, le Wall Street Journal, on va avoir un résumé très rapide de ce qui s'est passé. Donc, vraiment faire la lecture de ces médias-là, ça permet de faire une certaine forme de veille d'investisseurs. Évidemment, il y a d'autres choses qu'on fait. On ne fait pas juste lire les journaux.
On lit beaucoup de publications spécialisées qui sont rédigées par des investisseurs talentueux. Souvent, on va lire des livres, que ce soit un livre qui présente une entreprise dans le détail ou une biographie d'un PDG qu'on admire. Et ça va être très inspirant justement pour stratégiquement penser, bon, c'est quoi les domaines ou c'est quoi les entreprises qui peuvent être intéressantes. Évidemment, on les utilise encore, les filtres, bien qu'ils ont leurs limites. Les dirigeants, souvent quand on rencontre les dirigeants, on leur demande c'est quoi les entreprises qui vous intéressent, c'est quoi les entreprises dans votre domaine que vous croyez qui sont très performantes. Alors, c'est souvent une très bonne source d'inspiration pour repérer des titres. Et aussi, bien, on regarde les rapports d'achat et de vente des gestionnaires qu'on respecte, qu'on admire, voire, et qui ont une stratégie qui va être semblable à la nôtre. Mais évidemment, ce n'est pas une panacée de regarder les rapports d'achat et de vente. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'un gestionnaire qu'on connaît achète quelque chose que c'est nécessairement bon. Et ça, on a un exemple auquel on a parlé il y a quelques années, puis c'est la société Outer Wall qui fait la machine Redbox. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, la machine Redbox, c'est une machine qui permet de faire la location de DVD, par exemple dans les pharmacies, les épiceries, et c'est très peu cher, c'est 1 ou 2 $ de location par jour, et il y en a surtout aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup au Canada. Et il y a un gestionnaire qu'on admire, il y a quelques années, qui a acheté ça dans le portefeuille de ses clients. Et nous, on l'avait regardé, puis nous, on a décidé de ne pas y investir. Puis lui, le gestionnaire, ce qu'il voyait là-dedans, c'est qu'il voyait une entreprise qui offrait une valeur intéressante à ses clients, un prix de location très faible par rapport à ce que Apple, Google, avec leur plateforme numérique de location vendait. Et Apple, vous louez un film sur Apple, c'est à peu près 5 ou 6 $, tandis que ça, c'est 1 ou 2 $. Donc, il voyait une valeur là-dedans et le titre était à peu près à 10 fois les bénéfices. Nous, on était beaucoup plus prudents que ça. On trouvait que l'entreprise était quand même assez endettée. Et justement, à cause des plateformes numériques, on n'était pas convaincu que l'entreprise allait être capable de s'imposer, même si elle a une offre dont le prix de location est plus faible. Alors, on avait choisi de passer, malgré que justement ce grand investisseur-là avait décidé d'en acheter. Et d'ailleurs, Carl Simard en avait parlé à l'émission On s'investit. Si vous voulez voir la vidéo, vous allez la trouver sur notre site Internet dans notre rubrique Actualité. Au final, là, plus de 90% du temps, on rejette l'entreprise qu'on regarde, que ce soit en quelques minutes ou en quelques heures. Parce que, puis il y a deux principales raisons liées à ça, en fait. Il y en a une que c'est le rendement sur le capital, il est généralement trop faible. Donc, l'entreprise ne génère pas assez de profit par rapport au nombre de capital qui a été injecté dans l'entreprise. Alors, si c'est le cas, bien, la performance économique n'est pas suffisante, puis à moins qu'on ait une raison forte de croire que ça va changer, on n'y investira pas. La deuxième raison qui fait qu'on élimine les entreprises, c'est qu'ils peuvent avoir un rendement sur le capital qui est élevé, mais ils n'ont pas de capacité à réinvestir le capital. Alors ça, c'est très important. Si vous pensez par exemple aux entreprises de blue chip, donc les entreprises, disons, de bons pères de famille, ces sociétés-là, oui, elles ont un bon rendement sur le capital, mais elles génèrent du profit, puis elles n'ont pas beaucoup d'opportunités de le réinvestir, donc la croissance de ces entreprises-là est très faible. On aime les entreprises où la croissance va être plus intéressante. Alors, si vous regardez juste ces deux critères-là, nous, on estime que c'est moins de 5% du temps qu'on va trouver une entreprise intéressante, juste sur ces deux critères-là. Puis là, n'oubliez pas, là, on a encore le critère de la gouvernance, les avantages concurrentiels, puis il faut que l'évaluation soit raisonnable. Donc, au final, on commence d'abord et avant tout à regarder la qualité de l'entreprise, son rendement sur le capital, ses avantages concurrentiels. On passe beaucoup de temps à comprendre l'entreprise. Et si vraiment l'entreprise est merveilleuse, peu importe l'évaluation, on va la suivre. On va se tenir au courant de ce qui lui arrive à cette entreprise-là. Puis il y a beaucoup d'entreprises, justement, qu'on surveille présentement, qu'on trouve intéressantes, mais qui ne s'offrent pas à un prix intéressant. Et bon, il y a plusieurs titres au cours des dernières années qu'on a achetés parce qu'à un moment donné, on la suivait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire. Puis là, à un moment donné, il y a eu un petit revers de fortune qu'on estime temporaire, puis là, on a pu acheter le titre.
Alors, c'est vraiment notre méthode favorite d'acquérir une entreprise, c'est vraiment ça, d'avoir déjà la connaissance de l'entreprise et ensuite, on attend notre évaluation pour l'acheter. Alors, ça fait le tour de la partie éditoriale de notre lettre. On a aussi un passage justement dans la lettre où on vous parle de la boussole boursière. C'est arrivé souvent que des gens voulaient parler de nos services. Vous êtes en général très satisfait de nos services. Là. On vous le demande quand on vous rencontre. Mais ils savent pas vous ne savez pas nécessairement comment en parler aux gens autour de vous. Puis il y a des gens souvent qui ont un portefeuille qui est très mal géré. Alors, on a conçu l'outil de la boussole boursière pour permettre à ces gens-là d'avoir rapidement une idée de la qualité de la gestion de leur portefeuille. Alors, si vous connaissez des gens qui sont mal pris, qui n'ont pas nécessairement des bons conseils, ou vous avez l'impression ou eux-mêmes ont l'impression qu'ils sont mal servis avec leur portefeuille, invitez-les à faire la boussole. C'est arrivé souvent qu'une personne a fait la boussole, a eu un mauvais résultat, puis on a pris le temps d'en discuter avec elle. On a échangé un petit courriel pour dire, bien, as-tu regardé cet aspect-là? As-tu posé telle question à ton conseiller? Donc, n'hésitez pas à recommander la boussole à votre entourage. Je pense que ça peut vraiment aider leur situation financière. Alors, c'est tout pour ce trimestre-ci. On se reparle dans 3 mois et si vous avez des questions, n'hésitez pas au gpsmedici.ca par courriel ou vous nous appelez simplement par téléphone, ça va nous faire plaisir. Alors, merci.